Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un souci que, franchement, beaucoup connaissent. Le chauffe-eau qui, sans crier gare, nous lâche. Et hop, douche froide. Le genre de désagrément domestique classique, non? Ah oui, la mauvaise surprise du matin. Exactement. Alors, on va essayer de comprendre ensemble ce qui peut clocher. On va s'appuyer sur un guide, Water Heater Failure Diagnostics and Repair. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir quelles vérifications simples on peut faire soi-même, avant de paniquer, quoi, et d'appeler un pro en urgence. Savoir si c'est juste un petit pépin ou plus sérieux. Alors, on y va? Attaquons cette enquête? C'est une très bonne idée parce que justement, comprendre un minimum comment fonctionne son appareil, c'est déjà énorme. Ça peut aider à repérer un truc tout bête et surtout, ça permet de mieux discuter avec le technicien si besoin. Et puis bon, faut garder en tête que souvent ce n'est pas une seule cause. Les problèmes peuvent être liés, s'accumuler. Très juste. Alors, commençons par le b.a.-ba. Le truc qu'on oublie parfois dans le stress du moment. Est-ce que le courant arrive bien? Première chose, toute simple. Le chauffe-eau, il est bien branché? Est-ce qu'il y a un petit voyant, une lumière s'il y en a un? Mhm. Si de ce côté-là, ça a l'air bon, eh bien, direction le tableau électrique. Là, il faut trouver le disjoncteur du chauffe-eau. Il est bien sur on Oui. ou sur i. Mhm. Parce qu'un disjoncteur qui saute, ça arrive, des fois pour pas grand-chose, et on s'en rend pas compte tout de suite. Absolument. C'est vraiment le réflexe numéro un. Le guide, d'ailleurs, insiste là-dessus. Toujours partir du plus simple, de l'extérieur, avant de suspecter l'appareil lui-même. Un disjoncteur qui a sauté, bon, ça peut être une surcharge passagère, mais attention, s'il ressaute dès qu'on le réenclenche, Ah oui, là, là, c'est un signal d'alerte. Ça peut indiquer un souci plus grave, un court-circuit, peut-être dans le chauffe-eau ou sur la ligne. Il ne faut pas l'ignorer. d'accord. Donc, disjoncteur vérifié, il est OK. Mais l'eau, toujours froide. Alors, il y a une autre piste liée à l'électricité, surtout pour ceux qui ont les tarifs heure creuse, heure pleine. C'est le contacteur jour-nuit. Ah oui, le fameux contacteur. Oui, ce petit boîtier sur le tableau. C'est lui qui dit au chauffe-eau de se mettre en route la nuit, quand l'électricité est moins chère. Et on peut le tester, ça c'est plutôt simple. Généralement, il a 3 positions. Auto pour le fonctionnement normal, 0 ou off pour l'arrêter complètement, et 1 ou I, c'est la marche forcée. Exactement. Donc l'idée, c'est de le basculer sur 1, en marche forcée. Logiquement, ça devrait démarrer la chauffe tout de suite, peu importe l'heure. Et ça, c'est un test qui parle beaucoup. Si, en position 1, le chauffe-eau se réveille, on peut parfois entendre un petit bruit, un léger psss, ou bon, constater que l'eau redevient chaude après un moment. Mhm. Eh bien, ça veut dire que le chauffe-eau lui-même y est probablement hors de cause. Le guide est clair là-dessus. Le souci se situe avant. Soit c'est le signal heure creuse qui n'est pas bien transmis par le fournisseur, un problème avec le compteur Linky par exemple, ou le relais, soit c'est le contacteur lui-même qui est fichu, ou alors un problème de câblage entre les deux. D'accord. Et là, du coup, il faut contacter soit son fournisseur d'énergie, soit un électricien pour qu'il vienne voir d'où vient le problème sur cette partie du circuit. C'est intéressant de voir comment l'appareil et le réseau interagissent en fait. Bien compris. Bon, alors, si on a fait tout ça, disjoncteur OK, marche forcée testée, et que c'est toujours le silence radio, et l'eau reste glaciale, là, on doit penser à une panne à l'intérieur même du ballon. Oui, là on rentre dans le vif du sujet. Et une des suspectes numéro 1, c'est la résistance. C'est la pièce maîtresse, quoi. Celle qui chauffe l'eau. Si on n'entend aucun bruit de chauffe, rien du tout, c'est une piste très sérieuse. Tout à fait. Et qu'est-ce qui pourrait la mettre KO, cette résistance? Le guide pointe un coupable très, très fréquent. Surtout après quelques années, et surtout si on habite dans une région où l'eau est dure, calcaire. C'est le tartre. Ah, le tartre. L'ennemi public numéro 1, vous disiez. C'est ça, l'ennemi silencieux de nos appareils. Oui, et le mécanisme est assez vicieux. Le calcaire qui est dans l'eau, avec la chaleur, il se dépose et forme une croûte dure sur la résistance. Et cette couche de tartre, elle isole. Elle empêche la chaleur de passer dans l'eau. Et exactement. La résistance, elle, continue de chauffer. Parfois même, elle surchauffe parce que la chaleur ne s'évacue pas bien. Mais cette chaleur reste piégée dans le calcaire. Et cette surchauffe finit par abîmer la résistance elle-même. Ça la casse de l'intérieur, ça coupe le circuit électrique. Le guide met vraiment en garde contre ça. Le tartre, ça ne fait pas que baisser le rendement, ça cause la panne. D'accord. Et est-ce qu'on peut vérifier nous-mêmes si la résistance est grillée, comme on dit? Apparemment oui, avec un multimètre.
Mais là, attention, le guide insiste vraiment sur la sécurité. Étape numéro 1, on ne négocie pas. Couper le courant au disjoncteur général. C'est impératif. Fondamental. Ensuite, il faut accéder à la résistance. Souvent, c'est sous un capot, en bas du ballon. Il faut débrancher les fils qui l'alimentent. Et là, on mesure avec le multimètre, réglé sur ohmmètre, le oméga là. On met les pointes de test sur les bornes de la résistance. Oui, et l'interprétation du résultat est en général assez directe. Si le multimètre affiche OL ou 1 ou l'infini, ça veut dire que le circuit à l'intérieur est coupé. La résistance est morte. S'il n'affiche 0 ohm ou une valeur vraiment très très basse, c'est un court-circuit. C'est pas bon non plus. Et si elle est bonne, elle doit afficher quoi? Une résistance en état de marche, elle doit avoir une valeur faible, oui, mais mesurable. Quelques dizaines d'ohms en général. Mais le guide est très clair, hein. Ce test, ça permet de confirmer un diagnostic. Par contre, changer la résistance... Ah, là, c'est autre chose. Oui, c'est une opération qui touche à l'électricité et à l'étanchéité du ballon. C'est clairement une affaire de pro. Un plombier chauffagiste, un électricien qualifié. D'ailleurs, si le chauffe-eau est déjà un peu vieux, le guide suggère de réfléchir, est-ce que ça vaut le coup de réparer ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux envisager de le remplacer complètement? C'est parfois plus judicieux sur le long terme. Logique. Bon, alors, imaginons la résistance, soit elle est bonne, soit on l'a écartée pour l'instant. Autre scénario. L'eau n'est pas complètement froide, mais elle est tiède. Moins chaude que d'habitude. Même si le ballon a l'air de tourner, par exemple si on l'a mis en marche forcée, là le guide nous dit de regarder du côté du thermostat. Oui, le thermostat, le cerveau de la température. Voilà. Et là, il y aurait deux possibilités principales, d'après les sources. La plus simple, juste un mauvais réglage. Quelqu'un a touché la petite molette de température sans faire exprès et l'a baissée. Ça arrive. Le coup classique. L'autre cause, qui serait très fréquente selon le guide, c'est que le thermostat s'est mis en sécurité thermique. Ça arrive quand l'eau a dépassé une certaine température, trop élevée. C'est une sécurité pour éviter les brûlures ou d'abîmer l'appareil. Une protection. Et pour cette mise en sécurité, il y a souvent un petit truc à essayer, le réarmement. Mais attention, encore une fois, sécurité d'abord. On coupe le courant en général. Toujours. Ensuite, on ouvre le capot d'accès, souvent le même que pour la résistance, et on cherche un petit bouton. Parfois il est rouge, parfois c'est juste un petit bitonio à enfoncer. On appuie dessus, des fois on entend un petit clic, ça y est, c'est réarmé. On referme tout, on remet le courant, et on regarde si ça repart. Ce réarmement, c'est intéressant. Si ça suffit, si ça résout le problème, le guide suggère que c'était sans doute une surchauffe juste ponctuelle. La cause peut être variée, mais bon, la sécurité a fonctionné, c'est le principal. Par contre, si le thermostat se remet en sécurité rapidement après, ou si le réarmement ne change rien du tout, Ah, là, le problème est plus profond. Et le guide met en lumière une connexion importante ici. Une surchauffe qui se répète, c'est souvent un symptôme, pas la cause racine. La vraie cause, ça peut être le thermostat lui-même qui commence à dérailler, qui ne régule plus bien. Ou alors, et c'est là qu'on retrouve notre coupable favori, le tartre. exactement, une résistance qui est tellement entartrée qu'elle a du mal à transmettre sa chaleur à l'eau. Du coup, ça surchauffe juste à côté, là où est le thermostat. Et hop, sécurité. D'accord, je vois le lien. Donc, dans ce cas, si le réarmement ne tient pas ou ne marche pas, ça devient plus compliqué à diagnostiquer soi-même. Là, il faut appeler un technicien. Lui, il pourra tester le thermostat correctement, le changer si besoin. Mais surtout, il devra chercher pourquoi ça a surchauffé au départ. Et ça veut souvent dire vérifier l'état de la résistance, voir si elle est entartrée. Si on zappe cette étape, le problème risque de revenir. Ce qui nous amène tout naturellement à la dernière grande cause que mentionne notre source, l'entartrage généralisé. On a vu qu'il pouvait abîmer la résistance, déclencher le thermostat, mais une accumulation massive de calcaire dans toute la cuve, après des années sans entretien, ça peut tout simplement bloquer la chauffe. C'est un peu l'aboutissement d'une négligence, non? Résistance, il s'accumule aussi au fond de la cuve. Ça réduit le volume d'eau disponible et ça crée une grosse couche isolante entre la source de chaleur et l'eau qu'on veut chauffer. Le guide décrit ça comme une dégradation lente, progressive des performances. Au début, l'eau met juste plus de temps à chauffer. Puis elle est moins chaude. La consommation d'électricité augmente parce que la résistance doit tourner plus longtemps. Elle galère, quoi. Voilà. Jusqu'au moment où il y a tellement de tartre que le transfert de chaleur est quasi nul, l'appareil consomme, mais il ne chauffe plus assez, voire plus du tout. Et alors, face à ce diagnostic d'entartrage sévère, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'imagine qu'on ne peut plus faire grand-chose soi-même. Là, le guide est formel.
Intervention d'un professionnel indispensable, un détartrage complet, c'est une opération lourde. Il faut vidanger tout le ballon, ouvrir la trappe de visite, si elle existe, et si elle n'est pas elle-même soudée par le calcaire. Oui, j'imagine le tableau. Gratter, enlever parfois des kilos de calcaire à la main, nettoyer ou changer la résistance, l'anode aussi. Puis tout remonter, remettre en eau. C'est technique et c'est salissant. Clairement pas une mince affaire. Et c'est là qu'on revient à l'importance de l'entretien préventif. C'est un point que le guide souligne comme étant la meilleure stratégie en fait. Un détartrage régulier. La fréquence dépend de la dureté de l'eau chez soi, ça peut être tous les 2 ans, tous les 5 ans. Ça évite d'en arriver là. Ça prolonge la vie de l'appareil et ça maintient son efficacité. On consomme moins d'électricité aussi. Parfait. Bon, si on récapitule notre petit parcours de détective de chauffe-eau. En cas de panne d'eau chaude, 1. On check l'électricité. La prise, le voyant, le disjoncteur au tableau. Oui, 2. On teste le contacteur jour-nuit en le mettant en marche forcée sur 1. c'est ça. Si ça ne change rien, on pense à la résistance, souvent victime du tartre. On peut la tester au multimètre, mais hyper prudemment. Et le remplacement, c'est pour un pro. Absolument. Autre suspect, le thermostat. Il peut être juste déréglé ou s'être mis en sécurité. Là, on peut tenter de le réarmer, mais attention à la cause derrière. Ou alors il est juste HS. Mhm. Et enfin, ne jamais oublier l'impact d'un entartrage massif si l'appareil n'a pas été entretenu. Ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, c'est que passer les vérifications électriques de base, la suite, c'est quasi toujours du ressort d'un professionnel. Tester, remplacer des pièces internes comme la résistance, le thermostat ou faire un détartrage. Ça demande des compétences, des outils spécifiques. Et surtout, le respect des règles de sécurité. Électricité, plomberie. Le guide le répète. Aucun risque inutile. C'est le message clé. Et l'autre point fort qui ressort, c'est vraiment le rôle central du tartre dans beaucoup de pannes. L'entretien préventif, le détartrage notamment, c'est pas juste une dépense en plus. C'est un investissement pour que l'installation dure et fonctionne bien. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. Au-delà de la réparation en urgence, qui est toujours stressante, souvent chère, est-ce qu'on ne devrait pas revoir un peu notre approche de l'entretien de ces appareils? Comparer le coût planifié d'un entretien tous les 2 ou 3 ans, qu'on voit parfois comme une corvée, au coût imprévu et à la grosse galère d'une panne soudaine, C'est une bonne réflexion. qui arrive toujours au mauvais moment, qui demande une intervention d'urgence hors de prix et qui peut même obliger à remplacer tout l'appareil plutôt que prévu. Peut-être que si on voyait cet entretien comme un investissement dans notre tranquillité au quotidien, ça changerait notre regard. C'est une perspective intéressante en effet. Voilà, de quoi méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.